Bonjour à tous et tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se met à deux avec Sophie pour vous parler d'une problématique qu'on a évoquée la semaine dernière. On a demandé en fait sur les réseaux sociaux si ça pouvait intéresser certains d'entre vous et on a eu pas mal de retours en privé et sur les réseaux pour effectivement des questionnements sur la protection de ressources. Voilà, la protection de ressources, c'est une problématique que beaucoup de chiens ont et c'est aussi une problématique sur laquelle on peut travailler en prévention. Alors, Jess, à quoi correspond la protection de ressources? Qu'est-ce que c'est la protection de ressources? La protection de ressources, c'est le fait qu'un individu, donc on va parler des canins, un individu canin décide à un instant T qu'un objet ou quelque chose est à lui, d'accord? La protection de ressources, elle va se différencier de petites choses comme par exemple la garde territoriale. Alors il y a beaucoup d'éducateurs qui vont te dire que la garde territoriale, ça n'existe pas. Personnellement, pour l'avoir déjà constaté, j'aurais tendance à dire que si, ça existe, mais on a souvent tendance à confondre avec la protection de ressources. Du coup, là, tu vas me demander, c'est quoi la garde territoriale? C'est ce que j'allais dire. Si ça, à ce que ça correspond, par exemple, les aboiements dès que quelqu'un s'approche de la maison, par exemple. Oui, par exemple. Alors typique, ce qu'on va différencier, ça peut être, alors on a effectivement, comme tu viens de donner l'exemple, la garde territoriale vis-à-vis de la maison, mais on peut également l'avoir par rapport à une pièce. C'est-à-dire le chien qui considère que une fois qu'il est dans la chambre, par exemple, il laisse plus rentrer personne. D'accord? Là, on sera plus dans une notion de garde territoriale si on veut parler communément, mais encore que, en fouinant un petit peu, ça peut être encore une autre problématique, mais pour éviter de se perdre trop dans cette vidéo, on va éviter de partir dans ces détails-là. Donc, du coup, de là, on va se donner des repères simples pour se dire que la garde territoriale, le chien, en fait, ne va le faire que dans sa maison, d'accord? C'est-à-dire que tu le mets dans une autre maison, à moins qu'il y vive assez longtemps pour se dire, ok, ici c'est chez moi, on ne parle pas de protection de ressources, d'accord? Quand par contre on est dans la protection de ressources, en fait le chien, si par exemple on parle, voilà, il protège les balles, je prends l'exemple des cockers parce que les cockers ils ont un peu tendance à faire protection des cailloux, protection des balles, c'est du moment où il va en prendre un, c'est sa balle et tu déplaces la balle dans un autre environnement, c'est toujours sa balle, il la protège toujours, d'accord? Donc la ressource c'est sur quelque chose de bien précis, que si tu déplaces dans les environnements, ben en fait tu as toujours cette notion de protection et tu vois... Ça reste toujours à lui. Quoi. Ça reste toujours malgré l'environnement, ça va rester toujours à lui. Quoi. Voilà, exactement. Et dans les ressources, on peut trouver plein de choses différentes. Alors, ça peut être les balles, ça peut être les cailloux, ça peut être la nourriture, ça peut être la gamelle, ça peut être la gamelle d'eau aussi, ce que beaucoup de gens ne connaissent pas. Ça peut être également, par exemple, une femme enceinte. Tu vois, qu'on prend la même personne pas enceinte, le chien ne protège pas. D'accord? Mais à partir du moment où elle est enceinte, le chien se met à protéger. La ressource, c'est la femme enceinte. Donc, c'est contextuel. Donc, ce qui est important quand on a un chien qui a ce type de problématique, c'est déjà de bien aller rechercher le contexte. Dans quel contexte? Parce que c'est pas parce qu'un chien, par exemple, il protège son humaine enceinte qu'il va protéger toutes les femmes enceintes. C'est pas parce qu'il protège les balles qu'il va forcément faire de la protection de ressources sur les gamelles. Donc en fait, l'idée c'est de savoir, ok, qu'est-ce que mon chien protège? Et si par exemple les propriétaires ont ce type de problématique, eh ben on va aller chercher pour travailler telle ou telle problématique. Moi, du coup, j'ai une question par rapport à ça. Pourquoi le chien va développer une protection de ressources, comme là par exemple la femme enceinte, pourquoi, qu'est-ce qui va faire en sorte que le chien décide de protéger, d'avoir cette protection? C'est-à-dire pourquoi il développe une telle problématique? C'est ça, ouais. Alors avant toute chose, et ta question elle est intéressante parce qu'avant toute chose, la protection de ressources, elle est liée à la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, elle tient le nom de Maslow parce que celui qui l'a mis en évidence s'appelle Maslow. Plus communément, on appelle également ça la pyramide des besoins. Donc en fait, si tu veux, ça te fait une pyramide qui est divisée en plusieurs segments. Et les besoins qui sont tout en bas, ce qu'on appelle vraiment les besoins primaires ou les besoins ancestraux, sont liés à la notion de sécurité et de survie. Donc on va avoir le fait de boire, assouvir la soif, assouvir la faim, assouvir la capacité de sommeil, etc. Donc dans ta pyramide de Maslow, tu retrouves ces besoins primaires. D'accord ? Et en fait, quand les besoins primaires du chien ne sont pas assouvis, quand il y a un sentiment d'insécurité,
on va avoir un problème sur le plus haut de la pyramide, sur les besoins sociaux, sur les contacts, etc. Un peu un effet domino, quoi. Exactement, un effet pyramidal, mais c'est le... Oui, tout à fait. On est effectivement sur un effet domino, c'est exactement la même chose. Disons que c'est une conséquence, d'accord ? Et ce qui est important de comprendre, c'est que si je prends l'exemple d'un chien qui fait de la protection de ressources sur la gamelle, parce que c'est ce qu'on trouve plus communément, d'accord ? Il peut y avoir plusieurs raisons. Soit, par exemple, le chiot a manqué de nourriture à l'élevage, d'accord ? Il y avait, par exemple, trop de chiots et pas assez de nourriture mise à profusion. Le chiot apprend avec un sentiment de manque, d'accord ? Et il se dit que potentiellement, il peut manquer de nourriture, il peut manquer du besoin primaire le plus ancestral, il peut manquer de nourriture et donc manquer de ce qui est lié à la survie. Donc là, tu vas avoir une situation où le chiot va arriver dans le foyer avec déjà une problématique de protection de ressources et en général, les propriétaires, ils voient ça parce que quand ils font ce qu'on fait communément depuis des années, aller mettre la main dans la gamelle, retirer la gamelle, le chiot, par exemple, grogne. Ce qu'il ne faut surtout pas faire quand on a ce type de problématique, c'est engueuler le chiot parce que là du coup on rajoute au final à déjà un sentiment d'insécurité, on lui rajoute quelque chose de néfaste, de négatif et on commence à ébrécher le lien, le premier lien qui va se construire entre le propriétaire et son canin, d'accord ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que émotionnellement, à cet instant T, le chien il se dit « c'est risqué, je risque de perdre quelque chose qui me sert à la survie. » Ok ? Donc, quand déjà on a un chiot qui, par exemple, a ce type de problématique sur la gamelle, première chose, c'est prendre en compte. Donc, on va mettre dans la vidéo les fiches des exercices, par exemple, sur la protection de ressources qui sont présentes sur la chaîne YouTube. Mais on doit avant tout lui apprendre le rapport gagnant-gagnant. Ouais. D'accord ? Le chien, il est à ce moment-là dans une psychologie de perdant-gagnant. C'est-à-dire que lui, il se dit qu'il va perdre. Et puis nous, on se dit, ok, mais moi, je ne veux pas ça. Pourquoi les propriétaires, en général, ils veulent pas ça ? C'est parce que la plupart du temps, dans leur tête, ils se disent qu'ils doivent pouvoir mettre la main dans la gamelle, l'enfant doit pouvoir retirer la gamelle, pouvoir s'approcher sans se faire agresser. De là, plusieurs notions importantes. Moi, j'aimerais que les gens se posent un peu la question sur s'ils sont au restaurant, d'accord ? Imagine, tu es au restaurant, il y a le serveur qui t'amène ton assiette, puis il vient patauger dedans avec ses mains. Franchement, ça te ferait plaisir ? Ah non, je mettrais ma main dans sa gueule. Voilà, personnellement, je le mords aussi. Donc voilà, ou en tout cas, je vais dire, excusez-moi, vous faites quoi ? D'accord ? Donc pourquoi, moi, ma question, c'est toujours, mais pourquoi est-ce que le chien devrait gérer un truc que nous-mêmes, on ne gère pas, au final, que nous-mêmes, on n'apprécierait pas ? On a les mains sales déjà premièrement et de deux, le chien ne peut pas se dire ok mais c'est ok, il peut pas se dire naturellement oui bien sûr vas-y mais pas de touche dans ma gamelle, il n'y a pas de problème, tu vois. Donc si on veut apprendre ça, on va devoir rentrer dans un rapport gagnant-gagnant, c'est-à-dire par exemple on peut commencer par poser la gamelle vide où le chien va se dire ah ben il n'y a rien et quand on vient on rajoute des croquettes. Si on veut que le chien gère le fait qu'un enfant approche, parce que c'est tout à fait normal que les propriétaires veuillent mettre en sécurité les enfants, à ce compte-là, on peut par exemple apprendre à l'enfant à lui donner à manger au chien ou à venir rajouter des petites friandises, des petits bouts de jambon, etc. pour que le chien se dise c'est cool quand l'enfant approche et non je risque de perdre. Et très souvent, en fait, les propriétaires, ils engueulent le chien, donc le chien, il s'inhibe après parce qu'il se dit ok, c'est bon, je fais plus rien. Mais quand c'est un enfant, et ben là, le chien, il se dit, alors toi, par contre, j'ai pas peur. Donc toi, par contre, je t'agresse. Tu vois ? Et ce qui est important de comprendre, c'est que la plupart des gens, en fait, ce qu'ils veulent, c'est sécuriser l'avenir. Sans se rendre compte qu'en fait, ils sont en train de sensibiliser le chien en le prenant par le cou, en le secouant, en lui disant non, à lui dire attends, etc. Et donc, au final, ils font quelque chose qui est contre-productif par rapport à ce qu'ils veulent à la base. Donc vraiment, c'est partir sur gagnant-gagnant. Quand j'approche de ta gamelle, c'est pour rajouter, ce n'est pas pour que tu perdes. Et quand on a un chiot, ce qu'on peut faire, alors même si le chiot, par exemple, n'a pas la problématique, qu'on veut juste lui apprendre à avoir confiance en nous et qu'il sera toujours dans un rapport gagnant-gagnant, c'est quand le chiot a terminé sa gamelle et qu'on veut la retirer, et ben on lui donne une dernière petite croquette ou une dernière petite poignée de croquettes pour dire voilà, je retire ta gamelle, mais regarde, tu gagnes encore.
Ce que les humains doivent comprendre, c'est que tant qu'ils seront dans un rapport gagnant-gagnant, ils n'auront jamais de problème. C'est quand ils sont dans un rapport perdant-gagnant, que ce soit dans un sens ou dans un autre, que ça ne matche pas. Ouais, il faut donner la confiance le chien sur l'humain en disant ok, j'ai confiance en toi, je sais que au pire des cas tu vas me le redonner ou autre. C'est vraiment de garder cette confiance, de créer cette confiance qui créer cette confiance, c'est ça. Et puis aussi se dire que c'est pas à vie, c'est le temps de la construction du lien de confiance, le temps de la construction de l'éducation. Après, une fois que le chien il est safe là-dessus, qu'il a un sentiment de sécurité, donc là je reviens sur ma pyramide de Maslow, du moment où il voit qu'il est sur un sentiment de sécurité, à long terme il n'y aura plus de soucis, on n'aura plus besoin de faire d'échanges. Je te prends également l'exemple du panier, la protection de ressources sur le panier, d'accord? Le panier, c'est un endroit, pareil, dans la pyramide de Maslow, on est sur le bas, c'est le sommeil. Si toi, tu dors dans un endroit où tu dors mal, où tu es dérangé toutes les 2 secondes, tu n'arrives pas à avoir un sommeil profond, à ton avis, quel va être l'impact sur ton stress? Énorme. Ça va augmenter mon stress parce que du coup j'aurais pas eu mon temps de sommeil et pas le temps de repos nécessaire pour... Exactement. Et qui dit augmentation du stress dit augmentation de l'irritabilité. Donc si j'augmente l'irritabilité, forcément j'augmente la statistique, le pourcentage de chance que quand par exemple mon gamin va passer à côté du panier, le chien il va dire oh c'est bon dégage, alors ça va faire un waouh, d'accord, ou potentiellement ça va mordre, mais c'est parce que moi j'ai créé un sentiment d'insécurité sur le sommeil. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est important. Typique le panier, c'est pareil quand on veut pas que le chien développe de la protection de ressources, associé à du positif sur le fait que quand on s'approche c'est pour quelque chose de safe pour lui, mais aussi faire attention à ce que le panier soit dans un environnement calme où il ne va pas être dérangé, c'est pas sur un lieu de passage et ça n'a rien à voir, d'ailleurs ça sera l'objet d'une prochaine vidéo, ça n'a rien à voir avec le fait que le chien n'ait pas la vue sur toute la maison, sur les portes d'entrée, etc. Parce que là encore on rejoint une autre problématique. Mais c'est simplement la question qu'ils doivent dormir au calme. D'accord? Je te prends maintenant l'exemple de la gamelle d'eau. Certains chiens protègent la gamelle d'eau, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont manqué d'eau. D'accord? Alors moi, je l'ai vu par exemple en clientèle sur des chiens qui étaient, je vais dire ORC pour pas les citer comme type de croquettes, qui sont extrêmement salées, qui sont... pas du tout nutritive, mais extrêmement salée et qui, du coup, le chien boit énormément d'eau. Et du coup, beaucoup d'humains, parce que le chiot boit beaucoup d'eau, donc qui dit boit beaucoup d'eau, dit problème de malpropreté, donc qui restreignent l'eau. Mais si je restreins l'eau, si je t'empêche de boire là où tu as la soif de ta vie, forcément que le chien, au bout d'un moment, il va dire alors écoute ma main, t'approches plus de ma gamelle d'eau parce que moi j'en ai besoin pour survivre, parce que j'ai vraiment soif. Oui, c'est un peu comme nous quand si on est dans un désert et puis qu'on crève la soif, effectivement, on va taper les autres pour essayer de garder la dernière goutte d'eau. Exactement, et tu vas certainement pas la partager, d'accord? C'est comme si t'es dans un foyer multi-chiens, si t'as 5 chiens mais 3 gamelles d'eau, ça va pas. Pour 5 chiens, on doit avoir au moins une dizaine de gamelles d'eau, tu vois, ça doit être doublé. Doublé. Si on veut pas créer un sentiment d'insécurité, ça doit être doublé. Et donc ça va être pareil avec un peu toutes les ressources, que ce soit les os, les kongs, etc. C'est vraiment comprendre que le chien, dans la protection de ressources, il a peur de perdre quelque chose qui, pour lui, à cet instant T, est vital. Hein, tu vas peut-être me dire, oui, mais je vois pas en quoi une balle ou un caillou est vital. Pour nous, ça l'est pas. Mais pour lui, en tant qu'individu, peut-être parce qu'à cet instant T, si je prends l'exemple d'un malinois, il a besoin d'avoir un truc en gueule, il a besoin de mâchonner pour les ça, c'est leur génétique, c'est leur génétique qui font qu'ils ont besoin d'avoir quelque chose à mâchouiller, quoi. Oui, c'est ça. C'est, on va dire, leur personnalité, mais oui, c'est aussi lié à la génétique et ils ont besoin, en fait, pour canaliser leur stress. Alors, il y en a, c'est la cigarette, il y en a, c'est le chewing-gum. Il y en a, c'est comme moi, à une époque, c'était mâcher les Scooby-Doo. Tu vois, j'avais besoin de mâcher un Scooby-Doo pour me détendre. Fallait pas m'enlever mon Scooby-Doo à ce moment-là. C'était fait pour me détendre, d'accord? Donc, c'est comprendre que pour l'individu à cet instant T, c'est vital. Et le chien, il ne réfléchit pas comme un humain et c'est pour ça que c'est important à ce niveau-là de pas faire d'anthropomorphisme dans le sens où le chien ne peut pas comprendre mais ça ce n'est qu'un caillou. Non, ce qui est important pour lui à l'instant T n'est pas forcément important pour nous et presque comme avec les enfants au final. Je veux dire, la comparaison entre un enfant et un adulte.
Exactement. Un enfant va être un doudou qui va être hyper précieux pour un enfant, alors que nous c'est juste une peluche toute sale et toute mâchouillée, quoi. Pour lui c'est un doudou, c'est vital. Ça lui permet de dormir, ça lui permet d'être rassuré. Et ça, émotionnellement, on doit le prendre en compte. Et donc on doit à nouveau toujours être dans un rapport gagnant-gagnant. D'accord. Tu te souviens, ce client, il y a de ça quelques temps qu'on a eu, qui nous disait donc, que sa chienne sa petite chou faisait de la protection de ressources. Et en fait, quand on lui a posé des questions, en fait la protection de ressources c'était que quand elle volait quelque chose. Oui, tout à fait, du coup, récemment d'ailleurs. Ouais. Est-ce que c'est de la protection de ressources ou est-ce que c'est autre chose selon toi? Alors moi au début j'avais pensé que c'était de la protection de ressources, mais je pense pas en fait. Je pense que c'est autre chose. Après c'est vrai que de visu comme ça on pourrait croire que c'est de la protection de ressources parce que du coup si je me rappelle bien, quand il volait, en fait, effectivement, si l'humain allait vers le chien, effectivement, il grognait. Et moi, c'est vrai que dans un premier temps, je pensais vraiment que c'était la protection de ressources, mais non. Mais du coup, ça ne l'était pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand le chien vole quelque chose, il a produit une activité chasse. C'est une activité qui fait partie de son répertoire génétique. D'accord? C'est un peu comme quand on laisse traîner de la nourriture sur la table et qu'on se plaint parce que le chien a volé sur la table. Le chien, lui, dans sa tête et dans sa constitution ancestrale et dans son fonctionnement ancestral, à partir du moment où l'individu dominant se retire et laisse de la nourriture, ça veut dire qu'il a le droit de manger et il n'a pas cette notion de je monte sur la table pour, tu vois. C'est un peu comme dans la savane où il y a les lions par exemple ou les lionnes qui vont manger la carcasse et après une fois qu'ils partent, c'est chacun son cycle qui va manger. C'est la même chose. Donc le vol, d'accord, ce que nous on appelle humainement du vol, en réalité c'est de la chasse. Et donc là, ce petit chien n'a pas de problème de protection de ressources parce que tu as vu qu'on a constaté que dans plein d'autres situations et avec la même ressource dans le sens nourriture, protège pas du tout. C'est uniquement dans un contexte de vol. Et qu'est-ce qui diffère de la protection de ressources à ce moment-là? C'est que c'est le butin d'une chasse. C'est comme si toi, tu vas travailler pendant un mois, à la fin du mois, on te met ton salaire dans ton portefeuille, d'accord? C'est le butin d'un travail. Et puis, il y a quelqu'un qui arrive et qui vient gentiment taper ton chèque. J'ai travaillé, d'accord? Si les humains, ils sont pas contents de payer des impôts, c'est justement parce qu'ils disent, mais j'ai travaillé pour gagner cet argent, donc je le reverse à l'État. Tu vois, désolé pour la comparaison, mais je suis sûre que ça va vous faire parler et que vous aussi, ça va vous faire sourire. Bien que n'oubliez pas, plus on paye d'impôts, plus ça veut dire qu'on est riche, il paraît, mais bon, voilà. Donc voilà, le vol, d'accord, le vol de nourriture, le fait qu'un chien protège ce qu'il a volé, ce n'est pas de la protection de ressources, en tout cas pas au sens propre et technique du terme, c'est le butin d'une chasse. Et on ne peut pas demander au chien de nous restituer le fruit de son travail. Alors on peut lui apprendre à le faire, mais on ne peut pas lui demander de le faire naturellement, parce que ce n'est absolument pas instinctif. Il a chassé pour manger, pour survivre. Et nous on va lui dire, t'as chassé pour manger, pour survivre, mais tu me le donnes. Merci de m'avoir chassé pour moi. Ouais, voilà, merci d'avoir bossé pour moi, c'est bien. Donc voilà, dans le fonctionnement pyramidal, remarque, on est pas mal à ce niveau-là. Mais voilà, ce que j'aimerais vraiment mettre l'accent et que vraiment vous compreniez sur cette vidéo, c'est que la protection de ressources, c'est avant tout une problématique émotionnelle liée à la pyramide de Maslow, donc la pyramide des besoins, c'est-à-dire que c'est un sentiment d'insécurité. Et que à partir du moment où vous allez rétablir le sentiment de sécurité sur les besoins primaires, les besoins ancestraux, que vous allez apprendre à votre chien le rapport gagnant-gagnant, alors vous pourrez soit éviter les protections de ressources à long terme, soit vous pourrez les travailler à court, moyen et long terme. Et ça va être un gros avantage pour chacun d'entre vous parce que vous aurez une vie beaucoup plus harmonieuse, et qu'en plus de ça, vous allez acquérir vraiment cette sécurité que vous voulez tous à la base. C'est je veux pouvoir récupérer la gamelle en sécurité, je veux pouvoir que mon fils ou ma fille puisse mettre les mains dans la gamelle, bien que, excusez-moi, posez-vous la question, encore une fois, je le redis, on l'a déjà dit en début de vidéo, mais est-ce que vous apprécieriez qu'on vienne mettre les mains dans votre gamelle? Non. Pourquoi le chien l'accepterait? Donc, votre idée à vous, c'est sécuriser l'avenir. Mais quand vous le travaillez comme ça,
vous êtes en train de sensibiliser le chien et de créer une future problématique et pas du tout de désensibiliser. Autre chose qui me venait à l'esprit également, c'est moi je me souviens quand j'étais petite, donc j'ai toujours eu des chiens, on avait plus des chiens de chasse quand j'étais gamine, mais clairement à mon époque, et il y a plein d'anciens qui pourront le dire aussi, si tu te faisais mordre par le chien parce que tu allais dans son panier ou parce que tu allais dans sa gamelle, non seulement tu te prenais une baffe, parce qu'on disait, bah ça c'est bien fait, t'avais qu'à pas aller dans la gamelle du chien. Et en plus de ça, on te disait, ce n'est pas la faute du chien, c'est ta faute. Parce que tu n'as pas respecté son moment à lui aussi. Son moment, son espace, d'accord. Et ça, c'est voilà, c'est pas parce que le chien devient un membre de la famille que pour autant il ne doit pas être respecté. On a tous des besoins, on a tous un émotionnel et on a tous une zone de vie privée, je dirais. On a tous une zone de vie qui doit être respectée et appréhendé par les autres. Donc, par rapport aux enfants, avant toute chose, on apprend aux enfants à respecter le chien, à respecter sa gamelle, à respecter ses moments de dodo. On fait attention à ce que le dodo soit dans des environnements calmes pour que le chien ait un vrai repos. On fait participer l'enfant à l'éducation du chien dans le fait de mettre la gamelle, donner des petites friandises, etc. pour que le chien se dise que finalement ce gamin, il est plutôt cool. Ouais. Voilà. On fait attention à ce que les chiens aient toujours de l'eau propre, de l'eau fraîche, voilà. Même si on est d'accord dans la nature et qu'ils boivent de l'eau boueuse, c'est pas un souci pour eux, mais pour nous. Se rappeler aussi que quand un chien vole quelque chose, c'est un butin de chasse. D'accord. Et non pas une protection de ressources, et que dans tous les cas, si c'est quelque chose que vous voulez récupérer, vous devrez faire un échange, d'accord. On doit toujours être dans un rapport gagnant-gagnant, parce que c'est ce qui amènera à une sécurité à long terme. Ça me faisait penser aussi, les Canadiens et les Américains ont aussi beaucoup ce précepte, notamment sur le travail de la gamelle. Tu sais, pendant des années, on nous a beaucoup appris pour le travail de la gamelle à faire asseoir le chien, donc bien sûr avec le petit doigt punitif là que j'adore, assis, attends, pose la gamelle et puis d'attendre l'autorisation d'aller manger. Là encore une fois, j'ai envie de vous poser la question, et sans faire d'anthropomorphisme, c'est juste une question de bon sens. De bon sens, merci. C'est, imagine, toi, tu passes à table, on t'amène ton assiette et tu dois attendre le top départ pour aller manger. Mais d'où ça vient en fait, tu vois? À part les concours débiles de nourriture, machin, il n'y a que ça. Hein. Oui, voilà, un truc fun à la rigueur, mais à ce compte-là, ça veut dire que le besoin primaire, il est assouvi. Le chien, il a mangé, d'accord? Il a mangé, il est nourri à sa faim, et derrière, on fait un jeu de assis, attends, et puis voilà, à la rigueur, d'accord? Mais le fait de faire attendre le chien pour manger, c'est un non-sens déjà à proprement dit. Et en plus de ça, c'est aussi une technique qui peut faire développer de la protection de ressources, parce que tu es en train de montrer au chien, moi, je gère ta gamelle, et si je veux pas que tu manges pas. Tu vois, c'est un des inconvénients aussi d'ailleurs du travail à la nourriture au mérite, qui peut aussi impliquer de la protection de ressources, et c'est pour ça qu'il faut faire très attention à la façon dont on fait le travail en nourriture au mérite. On doit quand même s'assurer que les besoins du chien sont assouvis avant, parce que sinon on peut créer un problème. Après ça se surveille au fur et à mesure du travail. Mais du coup, je reviens, je ferme la parenthèse et je reviens sur cette notion de faire attendre le chien. C'est un non-sens. Par contre, si vous travaillez par exemple avec le bucket game, où là on descend la gamelle en distribuant au fur et à mesure, on n'est pas du tout dans la même notion. On va joindre également la fiche dans la vidéo, comme ça les gens pourront le travailler. Et du coup, par rapport à cette ancienne méthode où on baissait le bol, si le chien se relevait, on relevait le bol, on rebaissait, s'il se relevait, on va. Moi, un jour, je vais me faire bouffer comme ça par un bull terrier. Clairement, il m'a montré que c'était pas du tout adéquat. Je le ressentais, mais si tu veux, c'était ce qu'on m'avait appris. Donc, il y avait quelque chose qui vibrait pas, mais on m'avait appris, donc je le faisais. Et puis, ce chien-là, il m'a confirmé qu'il y avait un truc qui vibrait pas. Et c'est de là, en fait, que j'ai commencé à faire des recherches et que j'ai découvert des façons américaines et canadiennes de travailler. Qui reste sur du donnant-donnant d'ailleurs aussi. Hein. Qui reste sur du gagnant-gagnant. La technique classique, baisser le bol, remonter le bol, c'est perdant-gagnant. Le seul qui gagne, c'est l'humain. Et encore, je sais même pas si on peut considérer qu'il soit gagnant à la sortie. T'as d'autres questions sur la protection de ressources ou j'ai été assez claire? Non, je pense que t'as été assez claire. Tip top.
J'espère que ça a été tout clair pour vous aussi, que cette vidéo vous a plu. Et puis, on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, une nouvelle thématique. Je sais pas encore quoi, mais on va trouver, j'en suis sûre. À plus! À plus!